Dans un monde médiatique qui privilégie le brouhaha, la culture du clash et du zapping, pas si simple aujourd'hui de faire entendre avec clarté la complexité et la nuance. Pas si simple non plus de prendre de la distance avec les certitudes, tout en respectant les convictions. Et surtout, s'écouter et échanger sans langue de bois. Et ne pas seulement rajouter du bruit. Voilà un défi qui n'est vraiment pas si simple. Pas si simple, le podcast qui promet du respect, de l'écoute et de la nuance. Aujourd'hui, justifier la guerre. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Pierre Servant, journaliste et expert en stratégie militaire. Cet officier de réserve connaît bien également le théâtre d'opération pour avoir combattu au sein de l'armée française aux Balkans, en Afghanistan et en Afrique. Pas si simple est proposé par le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France, animé par Éric Baillet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Alors que nous préparions ce podcast, avec en toile de fond la guerre en Ukraine, nous avons assisté à la spirale de violence qui s'est emparée d'Israël et des territoires palestiniens. Alors, justifier la guerre, la question nous revient avec fracas. Et pourtant, elle n'est pas nouvelle. Jacques Chirac, président de la République française, 18 mars 2003. Les États-Unis viennent d'adresser un ultimatum à l'Irak. Qu'il s'agisse, je le répète, du désarmement nécessaire de l'Irak ou du changement souhaitable de régime dans ce pays, il n'y a pas là de justification à une décision unilatérale de recours à la guerre. Dominique de Villepin, Le Point, 5 mars 2012. Prenez Hiroshima. Au nom de tous les morts qui auraient pu tomber si la bombe atomique n'avait pas été larguée, peut-on dire finalement que c'était une action juste ? Charles Michel, président du Conseil européen, 16 février 2022. Mesdames et messieurs, le deuxième message, je souhaite l'adresser à la Russie et à ses dirigeants. Le choix aujourd'hui est celui entre la guerre et les sacrifices tragiques qui l'accompagnent, ou alors le courage de l'engagement politique, le courage de la négociation diplomatique. Très clairement, l'Union européenne est pour le choix de la diplomatie et pour le choix de la négociation. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, 21 février 2023. Aujourd'hui, l'idéologie du nazisme, dans sa forme moderne, crée à nouveau des menaces directes pour la sécurité de notre pays. De nouveau, nous sommes obligés de repousser l'agression de l'Occident collectif. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, 11 octobre 2023. L'attaque terroriste du Hamas est un acte de guerre. Nous soutenons pleinement le droit d'Israël à se défendre. L'Europe est aux côtés d'Israël dans cette tragédie. Michael Walzer, Philosophie Magazine, 11 octobre 2023. La tuerie et le kidnapping ont été totalement indiscriminés, ce qui est un critère suffisant pour considérer que ce n'était pas une opération militaire, la distinction entre civils et soldats étant au fondement même du droit de la guerre. Pas si simple. Thème du jour, justifier la guerre. Pierre Servant, on vient d'entendre à l'instant, on voit bien que quand il s'agit de déclencher une guerre, il y a toujours la création d'un récit pour justifier la guerre. Quelle est votre réaction déjà à l'écoute de ces propos ? C'était intéressant d'avoir ce kaléidoscope de réactions. Il y a deux extraits qui m'ont beaucoup frappé et touché parce que, en tant que journaliste, analyste, j'ai eu à les commenter, à les expliquer, notamment la déclaration de Jacques Chirac, qui avait développé beaucoup d'énergie pour expliquer à son homologue américain
que justement son opération en Irak n'avait aucune justification crédible, l'Irak n'ayant été impliqué ni de près ni de loin dans les attentats du 11 septembre. Et Chirac, qui était président de la République, mais qui était un ancien officier de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est important dans sa psychologie. C'est un homme qui a eu une relation à la guerre comme chef de section. Et il a essayé de convaincre George Bush Jr. du fait que les démocraties ne pouvaient pas se permettre de déclencher des guerres de confort sur justement des fausses justifications, des justifications, comment dirais-je, qui étaient falsifiées. En l'occurrence, le fait que l'Irak avait des armes de destruction massive prêtes à l'emploi. On a le souvenir de ce pauvre Colin Powell obligé de montrer des fioles bidons à l'ONU pour essayer de justifier cette opération. Et donc là, vraiment, cette opération américaine, c'est le dévoiement de ce qu'une démocratie peut faire quand elle s'appuie sur des fausses preuves pour déclencher une guerre qui n'a aucun sens, parce qu'en plus, ceux qui vont être punis par cette guerre n'ont aucune implication dans l'événement d'origine, à savoir le 11 septembre. Il aurait été logique, entre guillemets, d'attaquer l'Arabie saoudite, puisque 80% des kamikazes qui étaient dans les avions du 11 septembre étaient saoudiens. Je ne dis pas qu'il aurait fallu le faire. Mais voilà, donc là, on a un cas de figure terrible. Et pour avoir suivi ça de très près, je connaissais les diplomates qui étaient autour de Jacques Chirac. Ils ont fait un nombre de navettes pour se rendre aux États-Unis, pour convaincre leurs amis de ne pas faire cette folie. Leurs amis, c'était leurs homologues, comment dirais-je, diplomates américains, mais qui étaient devenus des amis. Et je me souviens très bien, pour les avoir vus au retour, il me disait, le problème c'est qu'il faudrait qu'on aille rencontrer nos amis américains avec des marabouts, parce qu'ils ne sont plus dans le domaine de la logique, ils ne sont plus dans le domaine de la connaissance, ils sont dans le domaine de la croyance. Ils ont été frappés au cœur, et le discours qu'ils développent, c'est il y a 2 pays messianiques dans le monde, Israël et les États-Unis. Et les États-Unis ont été frappés au cœur parce que nous avons perdu de vue notre vision messianique. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que quand on commence à sortir du monde du réel, de l'analyse, de la logique, pour, comment dirais-je, revêtir son action militaire d'une sorte de système de croyance pseudo-spirituelle, tout est possible, la raison n'a pas été entendue, les Américains sont engagés dans cette mauvaise affaire avec des répercussions que nous continuons à payer aujourd'hui, puisque ça a notamment facilité la création de Daesh. Donc, pour me résumer, je dirais qu'une démocratie doit pouvoir avoir le courage de faire la guerre, mais certainement pas sur des bidonnages, des visions pseudo-messianiques. Ça, c'est un danger fondamental. En pendant de ça, à travers les extraits, c'est les déclarations de Poutine. Alors là, ça va encore plus loin, puisque malheureusement, le système russe aujourd'hui, c'est un système dictatorial et de nature totalitaire. Et alors là, le bidonnage de la raison de départ, à savoir qu'il faut dénazifier l'Ukraine, l'Ukraine dont le gouvernement a un président juif, un premier ministre juif, mais il faut dénazifier et mettre un terme à un génocide. Donc là, le crime d'agression étant énorme, il faut, à la façon des soviétiques, Poutine est dans cette lignée, l'enrober avec des justifications existentialistes, c'est-à-dire, comprenez que un récit surnaturel. Un récit surnaturel, la Russie qui fait 30 fois la France, 17 millions de kilomètres carrés, qu'il est extrêmement difficile d'encercler et d'envahir. Vous imaginez bien que l'Ukraine n'a aucune envie d'aller envahir son voisin. Mais voilà, donc on va justifier cela. Et pour terminer, je dirais que le problème, c'est que des peuples ou des partis de peuples croient à cela. Et c'est le drame de notre époque. Il y a toujours eu de la propagande dans l'histoire, mais aujourd'hui, compte tenu des secousses mondiales, vous avez des populations qui disent à leurs représentants « Racontez-moi des histoires à dormir debout. La réalité est beaucoup trop dure, donc je veux des fake news. » Donc ce n'est pas simplement le gouvernement qui manipule son opinion publique. Vous avez des partis d'opinion publique qui disent « Racontez-moi des bobards, parce que c'est trop difficile, et donc je veux croire une parole totémique, une parole de discrimination, en disant voilà, où est l'ennemi, où est l'ami. » Et nous sommes malheureusement dans ces temps, et de ce point de vue-là, nous sommes en rupture par rapport à l'après-Seconde Guerre mondiale. Nous rentrons dans des nouveaux temps de barbarie, parce qu'il y a un appétit de barbarie et de tyrannie. Donc
tout cela qui faisait écho en entendant ces différents témoignages. Et à ce titre-là, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe actuellement en Israël, c'est un peu un alibi, une raison d'y aller et de se lancer dans une nouvelle guerre, encore une, quoi, entre Israël et le Hamas, là en l'occurrence, mais en tout cas une nouvelle étape dans le conflit israélo-palestinien? Alors, c'est une nouvelle étape et c'est une espèce de résurgence puisque tout le monde avait passé par pertes et profits la question palestinienne. Alors non pas que je considère que le Hamas la représente, parce que je pense que le Hamas joue une toute autre partie qui s'inscrit dans la politique de l'Iran de pétarder les accords d'Abraham, c'est-à-dire un processus de réconciliation historique qui marginalisait en fait l'axe chiite, puisque Téhéran est dans une démarche de construction d'un grand cimetière chiite qui part du sud Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, jusqu'en Afghanistan. Vous avez les Hazaras qui sont des chiites également. Et donc, le Hamas est instrumentalisé. Donc, à la fois, c'est un nouvel épisode, effectivement, de cet affrontement entre Israël et le Hamas. Il y a eu malheureusement d'autres épisodes. Et en fait, ça déborde cela. Et malheureusement, c'est une illustration nouvelle de ce que je décris depuis assez longtemps, c'est-à-dire le retour de cette envie d'en découdre par rapport à ceux qui veulent coudre à travers du droit des conflits. Donc on est là. Alors là, pour le coup, Israël est assez légitime à vouloir riposter, puisqu'il a été pogromisé, il a été victime d'un pogrom monstrueux, qui évidemment, quand on connaît l'histoire du peuple juif, a été fait justement pour réouvrir des plaies qui sont pas complètement refermées, d'autant plus qu'Israël a été conçu pour être la terre d'élection, de protection d'un peuple juif qui, historiquement, a été détruit, frappé, exterminé, etc. Donc le Hamas, en faisant cela, savait très bien ce qu'il faisait pour conduire Israël à rentrer dans un processus de vengeance qui est demandé par le peuple. Et je serai, moi, israélien... Pourtant, le peuple, là, c'est le peuple qui va subir frontalement les conséquences de tout ça, que ce soit du côté palestinien que du côté israélien aussi. Absolument. Tout à fait. Et c'est là où ce qui est très compliqué, c'est que les gouvernements de puissance démocratique, et Israël est une démocratie, ne peuvent pas considérer que la vengeance, c'est une politique. Pourquoi ? Parce que quand on fait la guerre et quand on est une démocratie, la question essentielle, c'est quel est le but final recherché ? Et quel est l'objectif politique que je poursuis en étant contraint de faire la guerre ? Et là, on peut considérer qu'Israël, qui a conduit différentes guerres, Israël est vraiment contraint de faire quelque chose sur le plan militaire. Le problème, c'est qu'il le fait à partir d'un gouvernement qui est le plus catastrophique de l'histoire d'Israël et qui, justement, s'est, dans ses premières déclarations, précipité vers un verbatim de vengeance. Vous avez même des déclarations de l'intérieur du cabinet, avant qu'il s'élargisse, qui était « nous devons être cruels ». Nous devons être cruels. Non, quel que soit le traumatisme, une démocratie, ça n'est pas une politique d'être cruel, parce qu'il faut réfléchir au coup d'après. Donc Israël est dans cette situation dramatique, avec un événement traumatique profond, qui est justement celui qui appelle le sang, qui demande du sang pour... Et puis, heureusement, grâce à un concert diplomatique avec les Américains, les Français, les Allemands, sachant qu'Israël est dans une position un peu difficile, y compris sur le plan militaire, ils sont plus à l'écoute. Et juste pour faire un jalon par rapport à ce que je disais auparavant, c'est intéressant de voir que Joe Biden est allé dire à Benjamin Netanyahou, pardonnez-moi d'être un peu cru, ne faites pas les conneries que nous avons faites après le 11 septembre. Nous aurions dû écouter Jacques Chirac. Alors, je ne suis pas sûr que Biden ait cité Chirac, mais je veux dire, nous aurions dû écouter nos amis français. Donc aujourd'hui, écoutez vos amis américains qui vous disent « vous avez le droit de vous défendre, ce que vous avez subi est inqualifiable, mais soyez intelligents et soyez une puissance démocratique. La guerre ne peut se justifier que par des objectifs supérieurs sur le plan politique. » Pas si simple. Thème du jour, justifier la guerre. Oui, frère Bernard, Éric Payet du Jour du Seigneur. Écoutez, on est prêt à partir du CFRT. Est-ce qu'on peut se retrouver dans le hall ? Enchanté, Éric. Bernard Bourdin est dominicain, historien des idées et philosophe politique. Allez-y, entrez. Merci. Pour poursuivre notre réflexion sur la guerre, il est grand temps d'introduire un concept né dans l'Antiquité. Un concept qui porte à débat, la guerre juste. C'est quand même assez étonnant. Quand on pense à la guerre,
On pense à quelque chose de très chaotique, c'est l'espace où a priori on n'est pas dans le droit, on est dans la violence pure. Et pourtant, la question de la guerre juste, elle a été pensée et par des théologiens. Pourquoi des théologiens se sont penchés sur la question de la guerre juste? C'est la première de toutes les questions qu'il faut se poser, en effet. Parce que la guerre implique forcément de la violence, qu'il faut lui donner une réflexion rationnelle et éthique et juridique. Et c'est pourquoi le premier d'entre eux, Augustin, un immense père de l'Église, à la suite de Cicéron, à vrai dire, va donner un contenu théologique et juridique à ce qu'il va appeler la guerre juste. Ce qui veut dire pour un Romain, parce qu'Augustin aussi est romain, juste, c'est ce qui est à la fois droit et moral. Les deux sont liés. Voilà. Et donc, la guerre, ce n'est pas du brigandage, mais elle a ses conditions, ses exigences. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas à côté des réalités terrestres. Nous voulons bien participer aux guerres, mais à condition précisément qu'elles soient justes. Et ces critères, qui va les poser? Eh bien, ces critères qui étaient connus en fait avant Augustin, du côté des chrétiens, c'est lui, saint Augustin, un immense père de l'Église, qui les a posés. Donc c'est une théologie du droit et qui postule qu'il y a 3 critères fondamentaux. Celui qu'il faut retenir le plus important, c'est la fameuse juste cause, à savoir qu'une guerre est au fond un principe défensif contre un ennemi, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de guerre d'agression, même si c'est toujours plus complexe. Mais il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on défend, au fond? Mais, oui, c'est ça, mais ce n'est pas une guerre d'agression. Bien sûr, un chrétien ne peut pas défendre une guerre d'agression, mais c'est une guerre défensive. Elle est ordonnée par le prince légitime, donc pas de pouvoir intermédiaire. À Rome, c'était l'empereur, évidemment. Et puis, il y a la finalité qui est de retrouver un ordre de paix. Une guerre n'est jamais une fin en soi. Donc, c'est pas du western, tu vois, c'est une guerre, c'est violent, tu vois, mais on ne perd pas le champ de la rationalité, finalement. Vous voyez? Et c'est ça le grand défi. Et donc, la guerre, ce n'est pas du brigandage, pour parler comme Augustin. Elle a ses règles. À ces conditions-là, les chrétiens peuvent participer au combat du monde. Le fait que la théologie catholique vienne poser ces règles, qu'est-ce que ça va faire? Ça va justifier la guerre ou ça va la limiter? Quelle est la visée? La visée, c'est la limiter. C'est l'encadrer éthiquement et juridiquement. Au fond, je dirais que c'est plutôt ça. C'est l'encadrer moralement ou éthiquement et juridiquement, puisque c'est inséparable pour un Romain. Et donc, éviter, encore une fois, que la guerre soit un but en soi, tout simplement. Pas si simple. Invité du jour, Pierre Servan. Alors, on vient d'entendre le père Bernard Bourdin nous expliquer les critères qu'avait posé saint Augustin. On peut se poser aujourd'hui la question de comment ces critères résonnent dans le monde actuel, parce que évidemment, on n'est plus à l'époque de l'Empire romain. Alors, ces critères résonnent pleinement sur le plan de la volonté d'encadrer par le droit. Je reviendrai sur la notion de guerre juste. Voilà, j'ai une position sur cette question-là. Et comment dirais-je, cette approche a donné naissance à tout le droit humanitaire des conflits, le droit de la guerre. Dans la plupart des démocraties, les armées publient des codes d'éthique qui sont propres au pays lui-même. En France, il y a un code d'éthique pour le soldat et qui prévoit notamment la désobéissance en cas d'ordre manifestement illégal ou illégitime. Donc en clair, si dans le feu du combat, un officier donne l'ordre à un soldat d'achever un blessé, ce soldat, il faut espérer qu'appartenant à une démocratie, il trouve en lui-même les ressources pour refuser, mais il est légitimé par l'armée à refuser un ordre d'un supérieur. Donc vous avez ces notions-là, donc tout ça s'imbrique justement pour essayer de cadrer cette violence. Ce n'est pas du brigandage, dit. Ce n'est pas du brigandage, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est important. Il y a le distinguo aussi sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Par exemple, ce que le Hamas a fait en lançant donc ses commandos sur Israël, ce ne sont pas des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité. Un crime de guerre, c'est quelque chose qui se fait contre des cibles désarmées, notamment des civils ou des prisonniers ou des soldats qui n'ont plus de capacité à se défendre, mais dans le feu de l'action. Non pas que ça légitime ce qui s'est passé, mais on comprend que
dans le bouillonnement de la guerre, il puisse y avoir ces débordements, qui sont quand même tout à fait, comment dirais-je, encadrés et condamnés. Pour vous donner un exemple, bataille de Falloujah en Irak en 2004, combat très très dur pour les Américains contre la rébellion djihadiste. Il y a des équipes de télévision qui sont embarquées, des équipes de télévision américaines, et une va filmer une scène où un soldat américain qui progresse dans un appartement va exécuter au sol un soldat, un combattant djihadiste qui est blessé et désarmé, lui met une balle dans la tête. Et donc, le soldat a été retiré du théâtre, jugé, etc. Voilà. Donc ça, c'est un crime de guerre, parce que c'est dans la dynamique de la guerre. Mais justement, est-ce que ça signifie aussi que cette notion de guerre juste évoquée, définie par Saint-Augustin, peut se heurter en face à d'autres notions de ce qu'est la guerre juste? Est-ce que cette notion-là est universelle, unanimement adoptée par la communauté internationale, ou est-ce que parfois on est confronté à d'autres visions de ce qui peut être juste dans la guerre? Évidemment, c'est pour ça que ce qui est important, c'est que c'est mieux quand l'acte de guerre est couvert par une résolution de l'ONU qui cadre la façon dont la guerre va être conduite, y compris dans les règles d'engagement du feu, ce qui n'est pas simple. C'est-à-dire que, par exemple, sur la guerre de Bosnie, moi j'ai été officier en Bosnie-Herzégovine, les règles d'engagement du feu avec un problème de traduction parfois entre le français et l'anglais. Donc il y a des choses sont tout à fait encadrées dans le cadre de légitime défense, etc. C'est-à-dire que l'usage de la violence est cadré par du droit. Donc c'est de façon à conserver à cette opération un caractère juste, entre guillemets, c'est-à-dire encadré, légitimé, et pour essayer de déboucher sur un bien supérieur à la situation hantée. Donc ça demeure. Le problème des guerres d'aujourd'hui, c'est que ce sont souvent des guerres asymétriques, avec des groupes de combat qui n'ont pas d'uniforme, pas de droit, pas de presse, pas de système démocratique, aucun contrôle. Et évidemment, cette structure-là, un de ses objectifs, c'est d'attirer les forces de pays démocratiques essayant au mieux d'agir dans le cadre d'une guerre juste, encadrée, etc., de les attirer dans le mal absolu par un système de exaction, mise en scène de la mort, etc. De les pousser à la faute, quoi. De les pousser à la faute et de les amener véritablement dans l'antre du mal, où à ce moment-là, la violence pour la violence se substitue. Et juste pour terminer sur un mot, les crimes contre l'humanité, encore une fois, c'est ce qui s'est passé contre Israël, c'est quand de façon délibérée, vous montez une opération militaire qui va aller tuer des femmes, des enfants, qui va les enlever, qui va les brûler, qui va les couper en morceaux. Là, on est dans des crimes contre l'humanité. Mais si vous me permettez, sur la notion de guerre juste, autant j'entends très bien ce que l'Église, enfin, un certain nombre de grands théologiens ont essayé de faire, et qui est important, autant je réfute aujourd'hui le concept de guerre juste dans le sens d'une justification de ceux qui la conduisent, qui, à mon avis, est un biais qui peut être fatal. Entendons-nous bien, je suis pour l'encadrement, je suis pour le droit de la guerre, le droit humanitaire des conflits, tout à fait cela. Je pense aussi qu'il y a des guerres qu'il faut savoir conduire, mais en tant que chrétien, je considère que tout acte de guerre est une insulte faite à Dieu. Pas si simple. Thème du jour, justifier la guerre. Une guerre peut-elle être juste? Pas évident. Alors nous avons également sollicité deux autres points de vue, en les faisant réagir aux propos de Bernard Bourdin. Il faut lui donner une réflexion rationnelle, politique et juridique. Deux regards, de ceux qui ont fait l'expérience du combat et de ses conséquences, l'un en tant qu'humanitaire, l'autre en tant qu'officier. Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde. La notion de guerre juste, selon les théologiens, elle rejoint l'idée du droit humanitaire international, en tout cas ses principes, c'est-à-dire la proportionnalité, respecter les civils, les aidants, une forme d'humanisation de la guerre. Et la théologie, dans ses principes, a aussi une vocation à entretenir une forme d'humanité, y compris dans les temporalités de violence ultimes. Patrick Collet, général en 2e section. Je n'hésiterai pas une seconde à faire la guerre pour me défendre et pour protéger les miens s'ils sont attaqués. C'est tout simplement, en fait, répondre à la question de la survie de la collectivité. Et dans ce cas-là, je pense que les problèmes moraux qu'on peut se poser sont assez limités. On l'a vu sur la guerre en Irak, sur la guerre en Libye, beaucoup, de chercheurs sérieux ont mis en avant le fait que la notion de guerre juste pouvait être instrumentalisée dans le champ du politique
par une réappropriation de cette approche de droits de l'homme pour cautionner des guerres qui n'ont rien à voir avec l'idée de protéger des civils. Chez les Occidentaux, en général, la guerre est de moins en moins justifiable. Parce qu'on a vraiment cherché, et c'est juste, à proprement parler, à l'encadrer autant qu'il était possible et à l'empêcher autant qu'il était possible. C'est vraiment le fondement de la Charte des Nations Unies qui rassemble, au moment de sa création, la quasi-totalité des nations existantes. Et depuis cette époque, en fait, la Charte a été contournée de multiples manières. Des pays signataires s'en sont finalement foncièrement éloignés. Et si on prend l'exemple de l'Union soviétique de l'époque, devenue la Russie aujourd'hui, elle a clairement recours à la guerre comme un mode de règlement de conflits politiques. Donc c'est redevenu un instrument politique, poursuite de la politique par d'autres moyens, comme le disait Clausewitz. J'ai été dans différents terrains de guerre, en Afghanistan, au Libéria, en République démocratique du Congo, entre autres. C'est toujours difficile dans ces temps-là d'être dans la réflexivité pour savoir si on est dans un contexte de guerre juste ou pas. Mais évidemment que les humanitaires sont confrontés à des tensions, à des limites par rapport à leur principe d'impartialité, on va dire d'humanité, et où les humanitaires sont censés apaiser les violences de la guerre. Dans un contexte comme le génocide du Rwanda en 1994, vous avez 800 000 morts en 4 à 6 mois, et où des humanitaires étaient présents, témoins de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut appeler à une intervention armée ou pas lorsqu'on est témoin de ces violences? On croit pouvoir l'encadrer, la limiter, la contrôler. En fait, la guerre reste une spirale de violence. Et vivante en elle-même, c'est-à-dire qu'elle échappe à son créateur, on ne sait pas ce qu'elle deviendra une fois qu'elle est déclenchée. Et je pense que si on pose la question aujourd'hui à Vladimir Poutine, il sera le premier à dire qu'il n'imaginait pas une seconde ce qui s'est passé après qu'il ait déclenché la guerre en Ukraine. Elle lui a échappé. L'objet vit par lui-même. Pas si simple. Invité du jour, Pierre Servan. Je vous ai vu beaucoup réagir en écoutant ces deux avis. Oui, c'est très très riche, il y a énormément de choses. J'étais très frappé par la fin, notamment, l'objet vit par lui-même. Ça, c'est très très fort et très très juste. C'est pour cela que, bien sûr, il faut tendre au maximum à encadrer, à former les soldats, encore une fois, appartenant au cadre démocratique, mais que la violence n'est jamais innocente et que le diable se glisse dans la violence. C'est pour ça que la structure de commandement, l'éthique de commandement, la formation, tout ça, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai servi comme officier, notamment en Côte d'Ivoire. Et quelques mois après mon retour du théâtre, il y a une patrouille française qui a chopé un brigand de route, spécialisé notamment dans la découpe des femmes. C'est-à-dire que assez fréquemment, les soldats français tombaient sur des cadavres de femmes dont les bras et les jambes avaient été inversés. Donc ça, vous voyez, c'est la mise en scène de la mort. Et alors, c'est pas pour justifier ce qui s'est passé après, mais le chef de ce groupe-là, qui avait été blessé lors d'un accrochage avec des Français, a été récupéré par une autre patrouille et il a été achevé. C'est-à-dire, dans le véhicule où il a été récupéré, il a été étouffé. Voilà. Pourquoi? Parce que notamment les soldats français, en fait, la personne qui a fait ça, connaissait ce qu'il avait fait et rentrait dans ce cycle-là. C'est pour ça que l'objet échappe à lui-même. Et encore une fois, j'insiste sur un point pour, d'une certaine façon, l'avoir touché du doigt en opération, c'est que dès que vous mettez un pied sur un théâtre de guerre, un théâtre d'opération, tout change. Mais c'est ça, parce qu'il y a la manière de déclencher une guerre qu'on peut qualifier de guerre juste, mais il faut la mener, et la mener avec les mêmes critères ou avec des critères nouveaux pour que le combat, que l'exécution de la guerre, disons, reste juste jusqu'à l'objectif final. Par rapport à votre question, il y a 2 points. Un, il faut que, assez clairement, les démocraties disent ou redisent l'objectif politique pour éviter que la guerre devienne elle-même son propre moteur. En Afghanistan, moi j'y suis allé à 3 reprises, à un moment, l'ISAF, la force internationale qui était là, ne savait plus très bien pourquoi elle était là. Au départ, elle était là pour soutenir le gouvernement Karzai qui se mettait en place après la défaite des talibans. Et puis les talibans sont progressivement revenus et on s'est rendu compte que finalement, l'objectif de la guerre, c'était la guerre. Bon.
Et il a fallu qu'il y ait un certain nombre Alors notamment pourquoi ? Parce que les Américains étant de plus en plus absorbés par l'Irak, et comme ils étaient très moteurs dans cette affaire, ils ne définissaient plus avec leurs partenaires les objectifs politiques. Donc plus la guerre dure, plus il faut s'interroger régulièrement sur qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi la finalité ? C'est le premier truc. Et puis deuxièmement, c'est au niveau du commandement. C'est une affaire d'hommes et de femmes, puisqu'il y a des soldats également, mais c'est une affaire de relations humaines extrêmement forte dans l'horreur et dans les choses les plus magnifiques en termes de fraternité d'armes, de ce qui est partagé. Moi, je conserve des liens très, très étroits avec les personnes avec qui j'étais engagé en Afghanistan en 2002, quelque chose de très fort. Mais, comment dirais-je, si le commandement ne tient pas les hommes, face notamment aux guerres asymétriques, où vous avez affaire en face à des combattants qui ne respectent rien, qui vont tuer des femmes et des enfants, le risque que la violence devienne son propre moteur, eh bien, il contamine même les forces démocratiques. Et justement, pour canaliser ça, disons, est-ce que c'est là que peuvent intervenir des tiers ? Je pense à des organisations internationales, l'ONU, ou même d'autres pays qui viennent poser un regard sur cette guerre, interviennent, mondialisent d'une certaine manière la guerre pour éviter qu'on perde le sens initial de cette guerre. Alors effectivement, il y a tout ce que vous décrivez, et puis il y a aussi un acteur qui est très important, puisque moi j'appartiens aux deux, sont les médias et les journalistes. Et donc le travail qui est fait pour parfois forcer aussi le monde militaire à prendre du recul et de la distance en regardant. La difficulté, quand je prends ma casquette militaire, mon képi plutôt, de colonel, c'est que parfois le monde journalistique va apparaître comme très hors sol. Voilà. Et donc c'est souvent un procès qui est fait entre les deux univers en disant « Attends, Coco, t'es gentil avec tes grands principes, t'es venu sur le terrain, t'as vu les cadavres, les femmes, etc. Comment tu gères ça ?» Voilà. Et de l'autre côté, les journalistes vont dire aux militaires « Attention à ne pas rentrer dans un propre système d'auto-justification, la jouissance de la guerre, entre guillemets, qui existe. » Et donc on a besoin de ce recul. Et encore une fois, même si aucun système n'est parfait, la chance, c'est quand on appartient à un système démocratique, que vous êtes engagé dans une opération sous couvert d'une résolution de l'ONU, dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'OTAN, qui est une alliance politique. Je rappelle souvent que l'OTAN, avant d'être une structure militaire, c'est une alliance politique qui fonctionne à l'unanimité. Donc, ceux qui disent que c'est les Américains qui règnent, les Américains pèsent très lourd, mais quand malheureusement la Turquie bloque l'entrée de la Suède dans l'OTAN, ça ne se fait pas parce qu'une voix bloque le système. Donc c'est tout cela qui permet d'encadrer, surtout quand ça dure longtemps, l'autonomisation de la violence, pour revenir au témoignage de tout à l'heure. On a beaucoup parlé à la fois de la décision politique, on a parlé de ce que vivaient les combattants, et puis on a parlé évidemment des populations civiles. On est allé les écouter. Pas si simple, direction Calais. Ce qui est très impressionnant quand on arrive à Calais par le train, ce sont ces kilomètres et ces kilomètres de barrières, de grilles hautes de 2 à 3 mètres pour empêcher toute tentative de passage vers un terre. Quelques instants, notre train arrive en gare de Calais-Ville sans terminus. Et pourtant, malgré ces aspects de prison à ciel ouvert, Calais reste, pour des milliers de personnes qui fuient la guerre chaque année, l'ultime étape vers la liberté, là, de l'autre côté de la Manche. Alors c'est pour les rencontrer, eux, ces réfugiés de guerre, que nous sommes ici aujourd'hui, pour leur demander leur avis sur la guerre. À commencer par cet accueil de jour de Médecins sans frontières, ouvert en juillet dernier, où viennent chaque jour des mineurs isolés. Vous êtes en Calais depuis combien de jours? Daros. Depuis 10 jours. Et hier, on avait 27 personnes. Et ils viennent d'où tous ces jeunes? Soudan, Afghanistan, Syrie, Érythrée, etc. Ils sont tous des pays en guerre. Ici, il y a la possibilité de prendre un petit déjeuner, de se restaurer, une salle de repos pour ceux qui ont passé des nuits difficiles dehors. Et c'est dans une autre pièce un peu plus loin, entre deux parties de jeux de société, que nous rencontrons Wassil, qui sort à peine de l'enfance. La guerre, ça veut dire s'abattre pour survivre, être en vie avec énormément de difficultés au quotidien. Hello, Mr. Jalal. Hello, madame. Ici, c'est le bureau de Chloé, psychologue de Médecins sans frontières.
Elle reçoit les mineurs isolés, mais aussi les exilés adultes sur rendez-vous, comme Jalal, afghan. Il occupait un poste important dans le gouvernement et a dû fuir précipitamment quand les talibans ont pris le pouvoir. Ce matin, il accepte de parler parce que, nous dit-il, la guerre m'a déjà pris ma femme, 5 de mes 6 enfants, ma sœur, alors je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai commis aucun péché. Je n'ai rien fait. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas pris les armes contre les talibans. Et ma famille, ils n'ont rien à voir avec mes activités politiques. Pourquoi les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis, pourquoi ne déclarent-ils pas la guerre à l'Afghanistan pour changer le système? Ils pourraient le changer. Est-ce que ça veut dire que certaines guerres sont nécessaires? Oui, ils devraient les stopper. Si les talibans sont négligés, que personne ne prête attention à ce qu'ils font, un jour, le monde va le regretter. Les talibans vont devenir un grand danger pour le monde. Se battre contre les talibans est la dernière option. Mais vous pensez que parfois on doit choisir cette dernière option? Oui, évidemment. Quelques rues plus loin, un autre accueil de jour. Ici, c'est le Secours catholique, qui a un local beaucoup plus grand. On est plutôt sur 300 mètres carrés. Là, il est entièrement vide parce que c'est la pause de midi. Mais chaque jour, ici, il y a plus de 1000 personnes exilées qui sont accueillies. Et c'est ici que nous accueille Salah. Il a 30 ans, il est médiateur culturel pour le Secours catholique. Salah a fui le Soudan en 2019 et pour lui, c'est très clair. Je ne pense pas qu'il y ait avoir des guerres justes parce qu'il y a un moyen pour éviter la guerre. Parce que la guerre, ce qui sont des victimes, ce n'est pas des politiciens, c'est toujours des citoyens, des gens qui n'ont rien à voir avec la guerre. Du coup, c'est eux-mêmes qui sont des victimes. Ce n'est pas la personne qui décide la guerre, ce n'est pas le leader qui est victime de la guerre. Alors, la guerre, acceptable ou non acceptable? Justifiable? Et à quel prix? Bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un que tout le monde connaît à Calais, c'est le père Philippe de Mester. Depuis plus de 7 ans, il accompagne les personnes exilées dans la ville et il milite pour de meilleures conditions d'accueil. Dans son presbytère, il loge autant de réfugiés qu'il le peut. Le parleur Semus, c'est son soir, par contre, tu peux faire la magazine. Ah, c'est bien. Ouais. Alors, depuis toutes ces années, il en a entendu des récits de guerre venant de tous les continents. Croire que l'on peut toujours éviter le plus grand mal en évitant soi-même de s'engager dans quelque chose qui est de l'ordre de la résistance, je pense qu'on fait erreur. La guerre juste, bien sûr, c'est une résistance. Résistance au nom de responsabilités qu'on a vis-à-vis de personnes avec qui on a partie liée. Artisan de paix aussi, ça passe par, écoute, il faut y aller. Hein. Je lis la Bible, quand même, je veux dire, c'est plein de bruit et de fureur, pour reprendre ce titre-là. Quand même, il est bien question de défendre le droit d'exister aux plus faibles. Moi, ce qui me frappe quand on écoute ces récits de réfugiés, c'est qu'il y a 2 paroles. La première, c'est pas les populations civiles, c'est pas ceux qui déclenchent la guerre qui en paieront le prix, ce sont les populations civiles. Mais en même temps, on l'entend, il y a quand même pour ceux qui ont subi, qui ont vu les atrocités de la guerre, ils la justifient. Écoutez, j'ai écouté les propos sur l'Afghanistan et j'avais l'impression d'être replongé une vingtaine d'années en arrière, puisqu'en fait, donc les Américains sont allés en Afghanistan pour détruire la base d'Al-Qaïda, qui était la matrice des attentats du 11 septembre. Et puis donc, derrière, différents pays se sont engagés pour aider le gouvernement Karzai, essayer d'aider ce pays à rentrer dans un processus plus démocratique, notamment avec l'objectif des femmes, des jeunes filles, l'éducation, les sortir d'un système extrêmement oppressif pour elles. Donc il y avait quelque chose de positif et de vertueux. Et ça s'est terminé par une déconfiture militaire que j'ai vécue assez douloureusement, en voyant notamment des endroits où j'avais été comme officier tomber les uns derrière les autres. Donc au mois d'août 2020, si je ne me trompe pas, la grande débandade américaine, qui est absolument tragique. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de pays qui aient envie de remettre le couvert. On parle des populations civiles. La question aussi, c'est les populations civiles
Que veulent-elles? Ce que j'ai pu constater en allant plusieurs fois en Afghanistan, c'est que les talibans marquaient des points, notamment sur les questions sociales. C'est-à-dire qu'ils faisaient la conquête militaire d'une zone, ils s'installaient et ils imposaient, par exemple, des dots pour les jeunes filles, enfin pas pour les jeunes filles, pour les jeunes hommes, parce qu'en fait, ce sont les jeunes hommes qui doivent payer une dot au père pour pouvoir se marier. Et avec la guerre, ces dots atteignaient des prix très importants, donc les jeunes Afghans ne pouvaient pas se marier, et honnêtement, ils n'allaient pas en boîte tous les soirs. Bon. Les talibans, quand ils arrivaient dans une zone, ils imposaient des dots très basses, ils cassaient les genoux des pères qui essayaient de contourner ces règles-là. Et donc les jeunes talibans, entre l'offre de la démocratie qui avait été apportée par les Occidentaux, même si ça allait de pair avec une amélioration de l'assainissement, de l'eau, des ponts, etc., et le fait qu'ils puissent se marier grâce aux talibans, il n'y avait pas photo. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux endogènes, enfin les systèmes intérieurs, c'est pareil en Afrique aujourd'hui. C'est ça se vérifie avec Boko Haram. Alors vous avez raison de citer Boko Haram, on peut citer le Hezbollah, au sud Liban, milice chiite, qui est aussi une organisation politique, et qui se substitue complètement au Liban étatique défaillant pour donner des bourses, payer des écoles, etc. Et donc est complètement inséré dans la population. Alors pour le coup, la population, elle demande à vivre en paix. Où vous alliez dans le monde, le drame de notre humanité, c'est que l'immense majorité de l'humanité dans le monde, à 95%, demande simplement à vivre en paix, à ce que les enfants puissent s'épanouir, faire des études dans un cadre sécurisé. C'est ça la demande du monde. Et puis vous avez 5% de tordus qui, notamment grâce à la guerre, à la peur, pétardent ce sentiment-là. Donc la population, elle n'a pas, en dehors de ce souhait générique-là, elle prend ce qu'elle a. Isabelle nous écoute depuis le début de cette discussion. Je vois plein de notes. On s'était dit que c'était intéressant de quand même déjà de refaire un petit bilan de ce qui s'est dit, en tout cas de ce qui t'a marqué dans cette discussion. Oui, alors moi, je vais peut-être d'abord je vais remercier Pierre Servan, parce que je pense que, en fait, on a une démonstration parfaite que la guerre juste n'existait pas. Et pourtant, vous avez été dans la guerre, vous avez été militaire, vous vous en occupez, vous parlez de la guerre, etc. Et je trouve qu'on a eu la meilleure démonstration de l'horreur de la guerre, en fin de compte, quelle qu'elle soit. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, d'autant plus intéressant que finalement, c'est exactement ce qui a conduit, me semble-t-il, le pape François à dire qu'il ne fallait plus parler de guerre juste dans la doctrine catholique, parce que lui, il fait un peu le même constat que vous. Lui, il parle de la guerre par morceaux de notre monde. Vous avez parlé de la guerre asymétrique ou du retour de la barbarie. Et donc, à travers ce constat, il dit on ne peut plus dire qu'il y a de guerre juste, parce que c'est trop dangereux. Donc, il faut avoir des critères pour limiter au possible la guerre, mais on ne peut surtout pas partir en guerre en disant c'est la guerre juste. Et je trouve que c'est intéressant, parce que c'est une autorité religieuse, et vous avez parlé effectivement du danger des guerres de religion ou de l'utilisation de la religion. On le voit à Hamas-Israël, mais on le voit aussi beaucoup avec la Russie, hein, où on a quand même les orthodoxes qui justifient, donc chrétiens, qui justifient cette guerre aussi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et il me semble que, puisque nous sommes là comme chrétiens, ça serait intéressant maintenant de se poser la question de la paix. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la paix, mais en fait, la guerre, c'est jamais juste, c'est toujours horrible, et ça peut continuer. Et là, on le voit bien avec l'Ukraine et la Russie, on est en train de se dire, mais jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Puis j'aurais parlé d'une autre intervention de la France, cette fois-ci en Libye. À l'époque, on a dit c'est formidable, c'est le droit d'ingérence, parce que sinon ça va être le chaos. N'empêche que ça a été un chaos bien pire, parce que la guerre, c'est aussi des armes. Et c'est des armes qui après circulent, et qui vont nourrir le terrorisme, etc. Donc comment est-ce que vous, avec votre expérience, comment est-ce qu'on peut faire la paix? Comment est-ce qu'on peut arrêter une guerre, en fait? Alors ça, c'est une sacrée question, et ces derniers temps, j'ai écouté pas mal d'autres émissions que celles auxquelles je participe, et j'avais entendu un ancien ambassadeur de la Palestine dire « pour faire la paix, il faut se faire violence ». Quand on fait la guerre, on fait violence à l'autre. Mais pour faire la paix, et lui il parlait des accords d'Oslo, de ce qui avait pu se passer, il faut se faire violence par rapport au désir de vengeance. Et donc ça, c'est extrêmement complexe. Je trouve ça très intéressant. Vous avez raison de poser la question de la paix. C'est pas du tout évident. La Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de paix. Il y a eu une capitulation de l'Allemagne nazie.
on a heureusement écrasé l'Allemagne nazie. Et donc, derrière, après, avec la République fédérale d'Allemagne, on a construit une paix, et Gérald de Gaulle a joué un rôle important avec Adenauer, et toute la construction de l'Union européenne, c'est bâtir la paix sur des flots de sang. Et c'est pas aller sans violence intérieure. Rappelez-vous, si je puis dire, 1954, la Communauté européenne de défense, la CED, les communistes et les gaullistes sont fondamentalement contre, parce que pour eux, la CED, c'est réarmer l'Allemagne, et ils n'acceptent pas de se faire violence à eux-mêmes par rapport à tout ce que l'histoire française a vécu dans sa confrontation avec les Prussiens et les Allemands. Et donc, on a flingué, les Français étaient à l'origine de la CED, et finalement, ils ont refermé la porte, parce qu'ils n'arrivaient pas, enfin, certaines formations ne pouvaient pas se faire violence. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est pas du tout évident de faire la paix. Ça l'est d'autant moins quand vous avez affaire à des systèmes totalitaires ou de nature théocratique. Et effectivement, Poutine a de plus en plus basculé dans une justification de nature religieuse, renforcée par le patriarche Kirill, qui lui a expliqué pour ses 70 ans que le doigt de Dieu était sur lui. Et alors là, si vous voulez, pour les diplomates, c'est la catastrophe totale. J'ai parlé tout à l'heure... Pour les diplomates démocrates, en fait. Oui, des diplomates démocrates, ceux qui justement estiment que le droit, l'échange, la discussion, la négociation permet aux partis en confrontation de se faire violence jusqu'à un certain point, pour arriver à converger. Quand j'évoquais tout à l'heure les témoignages de mes amis, enfin certains étaient des amis diplomates français qui partaient aux États-Unis pour essayer de les convaincre de ne pas envahir l'Irak, quand ils disaient « mais il faut qu'on parte avec des marabouts », c'est qu'il y avait une espèce d'enfermement mental des Américains qui était plus du tout accessible à l'altérité. Or, la paix, vous devez passer par l'altérité, c'est-à-dire que les deux parties doivent se reconnaître comme telles. Les Américains ne l'ont pas voulu, ils se sont enfermés dans cette bulle de vengeance, qui est la tentation que pourrait avoir le gouvernement israélien dans son nouveau défi. Et alors ça, pour le coup, la paix est flinguée. Et par ailleurs, par exemple, quand on parle de terrorisme, vous avez deux types de terrorisme. Vous avez un terrorisme qui a été celui de l'OLP, qui était, et je condamne moi toute forme de terrorisme, mais qui était un terrorisme pour engager une souffrance, un bras de fer, pour déboucher sur des négociations. Encore une fois, je condamne le terrorisme quel que soit. Mais il y avait une finalité politique à ce terrorisme. Le terrorisme nihiliste, qu'il soit celui du Hamas, du Hezbollah, de Daesh, d'Al-Qaïda, c'est pas du tout un terrorisme pour déboucher sur une négociation et parvenir à ce que les deux parties se fassent violence et débouchent sur la paix. Ce sont des systèmes totalitaires, ce sont des systèmes totaux, globaux, qui considèrent que l'être humain ne peut exister que si il a la même face que vous. Les décapitations de Daesh sont très symboliques. Tu n'es pas comme moi, je t'enlève ta face. Et c'est très symbolique parce que c'est enlever le visage de Dieu. Ça, et on le fait au nom de Dieu. Alors là, je vous assure que pour construire la paix sur ce théâtre-là, il faut s'accrocher. Oui, mais alors justement, est-ce que quand même les religions, de ce que vous avez vu, ont pu jouer un rôle important pour la paix dans un certain nombre de cadres? Voilà. Est-ce que c'est possible? Oui, heureusement. Heureusement, les religions et les hommes de foi et les hommes d'église ou de synagogue ou de mosquée dans tous ces théâtres, etc., jouent des rôles très fins, très invisibles, parfois visibles. Le Vatican, la diplomatie du Vatican avait joué un rôle important dans le rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Vous avez par exemple le sultanat d'Oman, qui est sunnite, mais qui arrive à parler à tout le monde et qui avait joué un rôle assez important dans les négociations entre les Américains et l'Iran sur le nucléaire. Alors, quand je parle du sultanat d'Oman, ce n'est pas nécessairement des religieux, mais c'est une terre de religion et qui a su trouver les termes pour le faire. Et puis vous avez à des niveaux très infra, au niveau des communautés, justement des responsables religieux. Je pense à l'Afrique, où malheureusement ça a été assez dynamité par le salafisme hérité de l'Arabie saoudite, qui a plutôt radicalisé les communautés musulmanes, qui dialoguaient sans aucune difficulté, qui vivaient sans aucune difficulté avec les chrétiens, les juifs, etc. Mais le problème des guerres, c'est que ces diversités disparaissent. Les chrétiens d'Orient ont foutu le camp, alors que les chrétiens d'Orient, après malheureusement le départ des juifs consécutifs aux guerres nationalistes, etc., les chrétiens étaient des jalons entre les communautés musulmanes qui se bouffaient le nez,
Et le problème, c'est que la guerre en Mésopotamie au Levant a fait partir les chrétiens d'Orient, et donc vous faites partir les jalons. Et donc, heureusement, oui, il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui se battent pied à pied. Mais regardez un symbole tragique. Dans l'attaque du Hamas du 7 octobre, ils sont allés viser notamment des kibboutz et des villages où se trouvaient des artisans de paix, qui vivaient, musulmans, chrétiens, juifs, qui travaillaient avec les Gazaouis pour apporter la paix, et le Hamas les a visés pour détruire ces jalons. Donc, le combat dans lequel nous sommes, qui est un combat pour 50 ans, c'est une bascule historique. Je dis 50 ans, je ne sais pas si c'est 40 ou 60, mais je veux dire, on quitte la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on bascule dans un autre espace, et là, les hommes et les femmes de paix, quelle que soit leur religion, à partir du moment où l'altérité, le respect de l'autre, le fait de voir le visage de Dieu dans l'autre, quelle que soit sa religion, etc., ces hommes et ces femmes, ils sont en première ligne, et sans avoir nécessairement un uniforme. Et leur foi leur permet d'aller dans cette démarche de compromis. Parce que la paix, c'est un compromis. Oui, et avec même l'espérance, les chrétiens, pour nous, chrétiens, l'espérance, c'est quelque chose de très, très fort. Donc, je suppose que moduler à travers les autres religions, sachant que les autres religions, comme nous, ont des sensibilités différentes. L'islam, c'est un monde très au-delà des sunnites et des chiites, des tas de sensibilités. Mais c'est l'idée de dire Dieu n'abandonne pas son humanité. Et donc, même si, honnêtement, il y a de quoi désespérer, je suis quand même, moi, en tant que grand-père, tout petit peu préoccupé pour mes petits-enfants, il faut continuer, se battre, réfléchir, souder. Et encore une fois, même si on est un peu dans le creux, moi, ma conviction profonde, au-delà des valeurs chrétiennes, c'est que les valeurs de la démocratie, c'est-à-dire le droit romain, la démocratie athénienne, l'habeas corpus des Britanniques, l'esprit des Lumières, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'égalité homme-femme, la laïcité pour la France, ce qui n'est pas partagé par tout le monde, ces chaînons-là l'emporteront. Mais avant, on risque de dérouiller, et je ne sais pas quand est-ce qu'on va gagner. Mais ces chaînons-là, par rapport à l'obscurantisme qui enferme l'homme, et a fortiori quand on essaie de l'enfermer dans des concepts religieux qui vont le détruire, ces chaînons-là sont indépassables pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est l'Occident, parce que ces valeurs-là, elles sont partagées, par exemple, à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon, qui ne sont pas occidentaux, qui n'ont pas été marqués. Il y a certains chaînons qui n'ont pas culturellement, ils n'ont pas été marqués par ces chaînons-là, mais cette dynamique, parce qu'elle est une dynamique de liberté, donc de créativité, et donc de partage, elle l'emportera. Mais avant, il va peut-être falloir faire la guerre. Donc il faut garder l'espérance, et plutôt que de parler de guerre juste, de parler de paix juste. Oui. Parce que il faut garder cet objectif en tête. Oui, sur la notion de paix juste, pardonnez-moi, je rebondis là-dessus, je repense souvent à un chef de maquis français, Deuxième Guerre mondiale, qui a quelques prisonniers allemands. Et puis un de ces groupes de combat part au combat, ils se font étriller, ils s'aperçoivent qu'un de leurs camarades a été découpé en morceaux, ils rentrent dans le maquis et ils se précipitent sur les prisonniers allemands pour les couper en morceaux. Et le chef de maquis s'interpose. Mais je peux vous assurer, quand vous avez un groupe d'êtres humains qui veut se venger et qui est en armes, pour les bloquer, faut être couillu. Hein. Bon, donc ce chef de maquis s'interpose. Il arrive à les bloquer et à sauver la vie de ses soldats. Donc il arrive à faire redescendre la tension, et quand la tension est redescendue, il rééduque ses soldats en disant « Rappelez-vous que la paix juste de demain, on la fera avec leurs frères et leurs sœurs. » Donc oui, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça demande, quand vous êtes dans le feu de l'action, de remettre ça en scène. Je pense aussi à Élie de Noix de Saint-Marc, chef de section en Indochine, qui virait de sa section les légionnaires qu'il voyait heureux de tuer. Quand il voyait qu'ils éprouvaient une jouissance à tuer, il les virait de sa section. Vous voyez, préparer la paix juste d'après la guerre, c'est ça. Mais ça demande, comment dirais-je, un niveau de conscience, de foi ou pas de foi. Hein. On peut très bien ne pas être d'une foi particulière et avoir ça. Foi en l'homme. Mais c'est un énorme... Et donc, il faut travailler ensemble, partager ensemble, se dire tous les jours qu'être français, c'est une chance formidable, qu'être au sein de l'Union européenne, c'est une chance formidable.
contrairement à ce que nos grands-parents et parents ont vécu, on n'est pas là à se dire mais est-ce que le Liechtenstein va nous envahir, est-ce que l'Italie va nous envahir, etc. Ce sont des biens précieux. Donc déjà, cultivons ces biens-là, et puis regardons le monde tel qu'il est, même s'il est quand même très très noir aujourd'hui. Merci Étienne, merci Isabelle, et puis un grand merci à vous Pierre Servan. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur les plateformes de RCF, du Jour du Seigneur et des Semaines sociales de France, et puis on vous dit à très bientôt. Pas si simple, Justifier la guerre, un podcast produit par le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin, Isabelle de Golemin, réalisé par Nicolas Maupier, prise de son Laurent Schwartz, reportage Christelle Ploquin, Jérôme Tournier, montage son et mixage Benjamin Alves, Julien Alves, documentation Claire Latuile, production et voix off Frédéric Niquet-Châtelet, archives La documentation française, INA, UN Audiovisual Library, Le Point, European Union, Philosophie Magazine, musique Mima Musique.